Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 44, le réseau Playland. Quand les VIP utilisent les réseaux de prostitution de mineurs et inversement. Focus cette fois-ci sur un des épisodes de la saga des réseaux pédophiles VIP en Angleterre, l'affaire de Playland, du nom d'un site de jeux d'arcade prisé par les ados près de Piccadilly Circus à Londres. Réseau dont l'existence n'a toujours pas été officiellement reconnue, mais ce n'est pas faute de témoignages concordants de victimes, d'enquêteurs, d'éducateurs et autres témoins directs du système et de l'omerta qui va avec. Si on remonte le fil de l'histoire, il faut revenir en 1975, quand Scotland Yard lance une affaire sur des abus sexuels sur mineurs, moins de 21 ans à l'époque, impliquant des personnalités qui se fournissaient en chair fraîche à Piccadilly Circus. Donc Piccadilly Circus est une grande place, une des plus connues au centre de Londres. À cette époque, où l'homosexualité était encore interdite, c'était un lieu de rencontre et des types venaient y chercher des adolescents en errance. D'après une instruction judiciaire, pas moins de 64 macros connus tournaient dans le coin en 1974. Prostitution de jeunes pour les VIP. Beaucoup de mineurs, garçons et filles, passaient directement des foyers, donc des foyers de l'aide sociale à l'enfance, des foyers de l'ASE anglaise, à la prostitution à Piccadilly, qui était comme un peu la Place Fontenas à Bruxelles ou la gare centrale à Amsterdam. Je vous renvoie à des podcasts consacrés au réseau belge avant l'affaire du trou, dans la même série, ainsi que un autre podcast consacré au réseau Amsterdam. Dans les années 80 et même 90, la situation n'avait pas vraiment changé. Certains éducateurs pédophiles qui opéraient dans des orphelinats et foyers londoniens assuraient parfaitement la transition de ces jeunes dans la vie active. En fait, c'était un réseau de truands qui opérait dans cette salle de jeux vidéo et qui fournissait des VIP en jeunes prêts à des rapports sexuels contre un peu de drogue et d'argent. Quelques types ont été inculpés, mais puis vaguement condamnés. Parmi eux, un certain Charles Hornby, un VIP très proche des milieux politiques. Selon l'un des condamnés, David Archer, Hornby n'était pas le seul VIP impliqué et la procédure a été étouffée. D'aucuns ont affirmé que Lord Mountbatten, l'oncle du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth, était aussi dans l'affaire. Un livre sur cette histoire, dénommé Playland, Secrets of a Forgotten Scandal, donc Playland, les secrets d'un scandale oublié, a été publié en mars 2018 par Anthony Daly, lui-même victime de ce réseau qui exploitait de jeunes types, des fugueurs, de jeunes prostituées, des jeunes normaux qui étaient mis sous emprise par le réseau. Anthony Daly avait déjà témoigné publiquement en 2014, mais de manière anonyme. Un système très proche de ce que racontait par exemple Samir Awish dans son livre L'enfant sacrifié à Satan, dans lequel il raconte comment il a été récupéré par une espèce de secte satanique. Donc là je vous renvoie, Samir Awish, c'est donc le réseau Crypten en France. Les ados étaient attirés par d'autres jeunes ou des adultes avec des parties gratuites, des hamburgers et des sorties gratuites dans un premier temps, puis on leur demandait en échange des actes sexuels basiques avant d'aller crescendo. Daly avait 20 ans quand il est débarqué à Londres depuis l'Irlande du Nord, où il fuyait les attentats et la répression. Très vite, il a commencé à traîner à Piccadilly Circus, notamment au jeu d'arcade de Playland, et il s'est retrouvé sans argent. C'est alors qu'il a rencontré Charles Hornby, un banquier de 35 ans, issu de la bonne société, qui fréquentait le prince Charles et qui avait fait l'université d'Eton, E-T-O-N, où une bonne partie du gratin anglais est passée. Bref, dès la première rencontre, par une connaissance commune, Hornby a drogué et violé Anthony Daly. Puis Hornby l'a poussé à rencontrer certains de ses amis. À partir de là, Daly explique qu'il a été prostitué auprès de l'establishment. Il a été ainsi présent à diverses soirées où des mineurs étaient violés par des types, des politiciens, des patrons, des stars du showbiz et de la télé, dont beaucoup avaient un passé militaire, selon le récit du Belfast Telegraph. Dans le marigot des VIP pédophiles, je cite, le sentiment était qu'ils étaient tellement puissants, qu'ils avaient tellement de relations, qu'il n'y avait aucun risque que je ne représente jamais une menace pour eux. Les règles normales ne s'appliquaient pas ici. Fin de citation, écrit Anthony Daly. Il cite par exemple comme pédophile Charles Irving, député conservateur tout juste élu, qui lui filait 30 livres sterling pour les passes. Charles Irving a été cité également comme l'un des visiteurs de l'Elm Guest House,
Ce bordel pédophile fréquenté par des membres du Parti conservateur, des renseignements, des stars du moment comme Jimmy Savile, et qui a été actif entre 1979 et 1983. Je vous renvoie au podcast consacré particulièrement à l'Elm Guesthouse, ainsi qu'à un autre podcast consacré particulièrement à Jimmy Savile. Irving, qui a été anobli en 1990 et est resté député jusqu'en 1992, a invité Anthony Daly à une soirée du Monday Club, un club très à droite du Parti conservateur dont il était membre, qui a été dissous après que qu'on l'ait pris à financer le Pedophile Information Exchange, donc la lobby pédophile active des années 60 aux années 80 et même encore au début des années 90. Dans les années 80, Irving a fondé la National Association for the Care and Resettlement of Offenders, donc l'Association nationale pour l'aide et la réinsertion des délinquants. Et aussi étrangement la National Victim Association, donc l'association nationale pour les victimes. Basil Andrew Cohen, qui était le chauffeur de Charles Hornby, et Keith Hunter, qui a été condamné à 6 ans, passé à 3 ans, de prison pour pédophilie suite au procès de l'affaire Playland, et a connu d'autres procès au cours des années 70 et 80. Simon Hornby, le frère de Charles, Anthony Daly explique qu'il a aussi eu pour client le frère donc de Charles Hornby, Simon, qui était alors le PDG de W.H. Smith, un groupe de grande surface. Et Simon Hornby, anobli quant à lui en 1988, a à son tour fait rencontrer son réseau à Anthony Daly, qui explique que ce réseau avait des connexions puissantes dans les milieux financiers, politiques et militaires. Peter Morrison, autre député conservateur, passé aussi par Eton, proche de Margaret Thatcher et anobli en 1990, rencontré par Daly via Irving. Morrison est cité dans plusieurs affaires de réseaux pédophiles. Dès 1986 au moins, le MI6 avait été mis au courant d'accusations d'abus sexuels sur mineurs commis par Morrison. En 1982, une plainte avait été déposée contre lui, mais il n'y a eu aucune enquête. La victime ne l'a reconnu que des années plus tard, quand il était dans le gouvernement de Thatcher. Dans les années 80, il a été impliqué dans le réseau pédophile des orphelinats du Pays de Galles. Il est mort en 1995 et les premières accusations publiques contre lui n'ont eu lieu qu'en 2002. Keith Joseph, qui deviendra ministre de l'Éducation, anobli également et très proche de Thatcher. James Molyneux, un politicien pro-anglais d'Irlande du Nord et membre du Monday Club dont il a été même le vice-président. Sir Knox Cunningham, autre unioniste d'Irlande du Nord, il avait des liens avec William McGrath, autre dirigeant unioniste qui géra un foyer pour jeunes en difficulté, le King Cora Boys Home à Belfast, qui servait de vivier pour un réseau pédophile. Je vous renvoie au podcast sur les réseaux d'Irlande du Nord, notamment les réseaux Cairns, Born Again. Cunningham était aussi proche d'un peintre pédophile, Sidney Smith, ou encore de John McKeag, un paramilitaire pro-anglais du Redhead Commando qui connaissait bien John McGrath. Sir Michael Havers, député conservateur, puis juge et principal conseiller juridique du gouvernement Thatcher dans les années 80. Il a pu enterrer pas mal d'affaires, dont celle du King Cora Boys Home et de l'Elm Guesthouse. D'après Anthony Daly, Havers était l'un des clients des gamins issus de Playland. D'ailleurs, il s'est beaucoup intéressé à cette affaire lors du procès en 1975. Il était aussi le frère de la juge Butler Sloss, la première juge nommée pour présider la grande enquête sur les abus sexuels en Angleterre et au Pays de Galles, qui a quand même été forcée de démissionner suite à la pression de l'opinion publique, vu ses relations pour le moins en conflit d'intérêts avec le sujet de l'enquête. Le vicomte William Delisle, député conservateur et ex-gouverneur d'Australie, passé lui aussi par Eton. Nicholas Eden, fils d'un ancien Premier ministre, et Lord Davon, il a occupé quelques fonctions dans les gouvernements Thatcher et est mort du sida en 1985. Tom Driberg, un client rencontré par le biais de Simon Hornby. Driberg était à la fois un prêtre anglican, un ancien député du Labour, il a même dirigé le parti, qui avait aussi travaillé pour les MI5, les services chargés du renseignement intérieur, tout en étant dans les années 40 un journaliste en vue, un classique en France aussi. Selon certains, il était aussi un agent double qui travaillait pour le KGB. En 1968, il aurait échappé à des poursuites pour des actes pédophiles, selon le député Simon Danczuk. Simon Danczuk, vous pouvez le retrouver, donc c'est le successeur de Cyril Smith, donc je vous renvoie au podcast consacré au réseau autour de la ville de Rockdale. Driberg
était aussi proche de deux gros truands de l'époque, les frères Cray, qui lui fournissaient des mineurs et avec lesquels il partousait régulièrement. Les frères Cray, qui ont eu les mains libres jusqu'en 1969, servaient aussi à éloigner les personnes qui pouvaient gêner Dreiberg. Il a été anobli en 1974 et est mort en 1976 d'une crise cardiaque à l'arrière d'un taxi. Sir Peter Heyman, ex-haut-commissaire au Canada, il a longtemps été un cadre dirigeant du MI6, même si cela n'a été admis que tardivement. Anthony Daly raconte une soirée à laquelle Heyman et un certain Rodham Twiss, fils d'un haut parlementaire du Commonwealth, étaient présents parmi d'autres, au cours de laquelle deux frères de 8 et 10 ans ont été violés par les adultes. Heyman, qui est mort sans avoir jamais été inquiété en 1992, a été cité comme pédophile au Parlement en 1981 déjà par le député Geoffrey Dickens. Dès les années 60, les services de renseignement connaissaient ses penchants pour les ados et avaient pointé le risque qu'il soit la cible de chantage à cause de cela. En 1978, il avait échappé à des poursuites alors qu'il avait été pris à distribuer de la pédopornographie. Et à la même époque, lui aussi se rendait à l'Elm Guest House, d'après la liste des visiteurs. En 1984, il a été poursuivi pour indécence sur un mineur. Heyman était aussi un membre éminent du Pedophile Information Exchange, donc le lobby qui réclamait la légalisation de la pédocriminalité et carrément la suppression de l'âge du consentement. D'après un ancien agent de Scotland Yard, 48 dossiers au total, une centaine de pages, décrivaient à la fin des années 70 les actes pédophiles d'Heyman, qui a été protégé par Thatcher elle-même dans les années 80. Et depuis, Anthony Daly raconte qu'au bout de quelques mois à ce régime, il a fini par rentrer chez ses parents en Irlande du Nord. L'année suivante, des militaires anglais sont venus chez lui pour lui signifier qu'il était rappelé par ses amis de Londres. Il n'y est pas retourné, mais le message était clair. En 2016, alors qu'il était en train d'écrire son livre, Daly raconte que des flics sont entrés chez lui, lui disant qu'il avait des informations selon lesquelles il avait des contenus pédopornographiques. Et en 2017, ils ont dit qu'ils avaient trouvé 11 images. Puis on lui a expliqué qu'il ne serait pas poursuivi, mais que son ordinateur, dans lequel se trouvaient des preuves de ses liens avec Simon Hornby, devait être détruit. 5 types ont été condamnés dans cette affaire. Il y a Charles Hornby, qui a pris 30 mois de prison, donc même pas un peu plus de 2 ans, et 1000 livres sterling d'amende lors du procès de 1975, au cours duquel plusieurs dizaines d'adolescentes ont été entendues. Il y a eu aussi, dans une affaire jugée séparément, un certain Kenneth Martin, déjà condamné pour des agressions sur des mineurs et qui utilisait l'appartement que lui prêtait une association de charité pour attirer des jeunes avec des jeux vidéo. Il a pris 7 ans de prison en 1975 pour avoir mis le grappin sur les ados à Playland. D'autres ont été condamnés, mais seulement pour avoir racketé des jeunes prostituées de Piccadilly. En mai 2018, on a appris par un ancien policier que les enquêtes sur Twiss avaient été interdites par la hiérarchie. Rodham Twiss, qui est cité par Daly comme étant présent à la soirée où les deux frères ont été violés, avait été interrogé à la fin des années 70 au sujet de son implication dans les réseaux pédophiles VIP de Westminster. Je vous renvoie à un podcast, donc c'est pas la même époque, mais le réseau Hampstead, Westminster, donc c'est le même quartier, où il y a un autre réseau plus tard. Cette audition faisait suite à des accusations selon lesquelles Cyril Smith, député libéral ami de Jimmy Savile et pédophile notoire déjà à l'époque, avait amené un mineur prostitué au domicile londonien de Twiss. D'après les premières investigations, Twiss était très connu dans le milieu des ados prostituées et son père l'avait viré du Parlement de Westminster où il avait interdiction de mettre les pieds. Enfin, il se rendait souvent au Dolphin Square, ce complexe d'immeubles de luxe dans lequel de nombreux politiciens vivaient et où diverses partous pédophiles ont été dénoncés. En 1967, Twiss avait déjà été condamné pour avoir déshabillé, attaché et frappé des garçons. Quant à Cyril Smith, quand on a dit que pas moins de 144 plaintes pour viol et autres agressions sexuelles sur des mineurs ont été déposées contre lui au fil du temps et que jamais il n'a été poursuivi, on a tout dit. Au sujet de Cyril Smith, les derniers développements des enquêtes anglaises ont montré que les autorités avaient sciemment étouffé des dizaines d'affaires à son sujet. Bref, c'est quand il s'est avéré que Twiss rabattait ses jeunes vers des VIP que l'enquête a été stoppée net. Anthony Daly explique que Twiss était en lien avec un jeune prostitué appelé Lenny Smith, qu'on retrouve parmi les 4 condamnés dans l'affaire du meurtre sadique de Jason Swift, un jeune fugueur, et probablement de plusieurs autres jeunes et enfants selon les policiers qui ont enquêté sur ce groupe de types qui gravitait autour d'un certain Sidney Cook, lui-même en contact avec Jimmy Savile.
Lenny Smith était le rabatteur pour le réseau. Il attirait des jeunes dans les orgies. Donc à propos de Sidney Cook, donc je vous renvoie au réseau Blackpool, il me semble, ou peut-être que je confonds. Euh, il me semble que c'est dans celui-là où il est cité. Il a finalement été condamné, donc Lenny Smith, en 92 pour des viols commis sur un garçon de 6 ans qu'il gardait et est mort du sida en 2006. En mars 2019, les dossiers des renseignements au sujet de 62 personnalités et 12 organisations qui ont été ouverts aux parlementaires dans le cadre de cette commission d'enquête sur 50 ans d'affaires étouffées. L'enquête ne porte que sur les faits antérieurs à 92, comme si tout cela s'était arrêté. Parmi ces dossiers, celui de Peter Heyman a été partiellement transmis à la commission d'enquête de Westminster sur l'étouffement des affaires de réseaux pédophiles impliquant des VIP. Il y avait aussi donc le dossier de Peter Morrison, décédé en 1995, ex-responsable de relations avec le Parlement pour Thatcher. Mais étrangement, donc, parmi ces 62 dossiers, il n'y aurait pas celui de Maurice Oldfield, nommé comme patron du MI6 en 1973, qui a été accusé de tremper dans plusieurs affaires de réseaux pédophiles et poussé vers la porte en 1979, peu avant que son homosexualité ne soit révélée. Oldfield a fréquenté le Kinkora Boys Home, à Belfast, selon une victime de ce réseau et des agents des renseignements. Le bras droit d'Oldfield était d'ailleurs Peter Heyman. Ce qui apparaît aussi très clairement dans tout cela, c'est que pendant que les victimes qui osent dénoncer des réseaux VIP sont poursuivies et traquées les unes après les autres, à la suite de la grande enquête sur les abus dans les institutions d'Angleterre et du Pays de Galles, qui exclut donc d'office l'Irlande du Nord, et l'affaire du Kinkorak Boys Home notamment, ainsi que les abus commis en Écosse, je vous renvoie au podcast sur le Magic Circle. L'autre enquête sur l'étouffement des dossiers de réseaux pédophiles VIP avance et démontre parfaitement que ces affaires ont été systématiquement étouffées par les plus hautes autorités de l'État, et dans l'ensemble des services concernés, donc que ce soit la justice, les renseignements, la police et même les renseignements militaires. On peut également remarquer, comme vous voyez tous les liens qu'on peut faire entre les différents réseaux, je vous conseille, si vous le souhaitez, d'écouter à la suite les podcasts consacrés aux différents réseaux qu'il y a pu y avoir en Angleterre, enfin dans l'ensemble du Royaume-Uni, et vous verrez qu'on retrouve quasiment tout le temps des personnes d'autres réseaux à l'intérieur. C'est-à-dire juste que quand les enfants témoignent de qui ils y ont vu dans ces soirées, on retrouve des gens qui sont censés être des gens d'autres réseaux. Donc on voit bien qu'en fait c'est un seul et grand réseau. Voilà. Et puis on peut se dire que l'Angleterre c'est terrible, c'est vraiment un endroit où il y a eu l'impunité pendant des années et des années. On a vraiment du mal à imaginer que ça soit le seul pays d'Europe où ça soit le cas. Et voilà, il suffit de vous intéresser un peu à la Belgique avec l'affaire du trou, il suffit de vous intéresser un peu à Amsterdam, il suffit de vous intéresser un peu à d'autres pays pour se dire qu'en France ça doit bien être à peu près la même chose et qu'il ne faut juste qu'on arrive à faire sortir toutes ces choses et qu'à un moment donné on puisse faire éclater la vérité sur tous ces réseaux qui sont intriqués un peu partout en Europe occidentale et ailleurs.